RFM Midi. RFM Midi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Il est midi partout au Sénégal, l'heure du grand journal de la mi-journée. Au sommaire de cette édition, la dernière journée nationale des forces armées pour Macky Sall en tant que président de la République. Le chef suprême des armées a confirmé aux militaires que l'édition de l'année prochaine sera présidée par son successeur à la tête de l'État. 2 agents de l'administration pénitentiaire arrêtés dans le cadre de l'enquête judiciaire sur la fuite du dossier médical d'Ousmane Sonko. À suivre notre décryptage sur le secret professionnel dans l'administration. Journée école morte ce mardi, mouvement partiellement suivi à Dakar. Coup de projecteur sur les revendications des enseignants du moyen secondaire. Et puis, vous avez dû le remarquer, le temps change sur le littoral. La météo lance une alerte vent fort cette semaine en mer. Et puis, dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de l'école à l'occasion de la journée école morte décrétée par les syndicats d'enseignants du moyen secondaire. À la mise en onde, Abdoulaye Diop. La journée des forces armées au quartier Dial Diop ce matin, Macky Sall révèle que le budget de la défense a connu une hausse de 250% depuis 2012, de même que les effectifs qui ont connu une hausse de 60% durant cette période. Le programme de modernisation et de relèvement des capacités va se poursuivre selon lui. Écoutons le président de la République, Macky Sall, au micro de Mohamed Diop. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Notre budget de défense a connu une hausse sans précédent de 250% entre 2012 et 2023, ce qui nous a permis de renforcer considérablement les moyens opérationnels de nos forces de défense et de sécurité dans leurs composantes terrestres, maritimes et aériennes. Quant aux effectifs, ils ont augmenté de plus de 60%, offrant ainsi un maillage complet du territoire national. Dans la même dynamique, nous avons créé un centre de haute étude de défense, un institut de défense et plusieurs écoles de formation et d'application pour doter nos forces armées des meilleures compétences en ressources humaines. En soutien au moral de la troupe et de la condition militaire, d'importantes mesures ont permis d'améliorer le traitement salarial du militaire et ses conditions de vie, y compris les blessés et mutilés de guerre. Le logement de nos forces de défense et de sécurité me tient également à cœur. Je me réjouis des efforts considérables que nous avons déployés dans ce sens, avec des projets déjà achevés ou en cours à Dakar, Tivaouane-Peulh, Bignona et Saraya, entre autres sites. Et cette montée en puissance tous azimuts de nos forces armées traduit ma conviction que le premier investissement d'un pays consiste à assurer la paix, la sécurité et la stabilité sans lesquelles rien n'est possible. Le président de la République a également fait ses adieux aux armées, en tout cas en ce qui concerne cette journée nationale des forces armées, puisqu'il a annoncé que l'édition de l'année prochaine sera présidée par son successeur à la tête de l'État. Macky Sall a également félicité les armées tout en les remerciant. En tant que chef suprême des armées, j'ai partagé avec vous pendant plus d'une décennie ma vision et ma passion de servir notre pays. Je voudrais en cet instant solennel vous redire toute ma confiance et ma satisfaction. Vous remercier et vous féliciter vivement pour le travail que nous avons accompli ensemble. L'année prochaine, s'il plaît à Dieu, mon successeur sera là, devant vous, assurant la continuité de l'État, de la nation et de la République. En chef suprême des armées, en vertu de la Constitution, il vous commandera et vous lui obéirez. Ainsi, vous resterez fidèle à la tradition démocratique et républicaine de notre pays. Ainsi, au milieu des tumultes, je suis confiant que notre cher Sénégal continuera d'être un havre de paix, de sécurité et de stabilité, comme le dit notre hymne national. Officiers généraux, officiers, sous-officiers, militaires de rang, je vous salue et vous remercie par votre devise. On nous tue, on ne nous déshonore pas. Fermez le banc.
Venons-en maintenant à l'administration pénitentiaire avec les derniers développements dans l'affaire de la fuite du dossier médical d'Ousmane Sonko. 2 agents, un officier et un sous-officier, ont été arrêtés. Ils sont soupçonnés d'avoir sorti le courrier de son circuit officiel. Poursuivi pour violation du secret professionnel, détournement des données à caractère personnel, acte de nature à compromettre la sécurité publique. Nous en profitons pour nous intéresser à la notion de secret professionnel. Mohamed Ali Mouba. Le secret professionnel est l'interdiction faite à celui qui est soumis de divulguer les informations dont il a été dépositaire. C'est valable aussi bien dans le public que dans le privé. Abdou Fouta Diakoumba, inspecteur du travail à la retraite. C'est quelque chose qui existe dans toutes les professions, qui existe aussi bien au niveau de l'administration publique que dans le privé. Parce que même dans le privé, il y a dans le contrat de travail, la plupart du temps, il y a une clause de confidentialité qui fait que vous ne devez pas divulguer les choses que vous avez eu à connaître du fait de votre travail. Et dans l'administration publique aussi, c'est la même chose. D'autant plus que pour l'essentiel, les écoles qui forment les fonctionnaires ont un cours de déontologie. Et dans le cours de déontologie, qui est la morale de la profession, on met l'accent sur le secret professionnel. C'est comme dans les familles, il y a des secrets, dans les couples, il y a des secrets. Autrement, il y a des choses, des faits qui ne doivent pas être portés à la connaissance des tiers. Question. Pourquoi le secret professionnel est-il institué et quel est l'intérêt de le garder bien protégé? Parce que sa nature même, l'intérêt qu'on y attache voudrait que ça ne soit pas divulgué. Parce que sa divulgation pourrait entraîner des effets fâcheux, autrement dit des effets négatifs. Mais pourquoi donc certains agents de l'administration divulguent quand même le secret professionnel? Que gagnent-ils? À mon sens, il peut y avoir 2 causes. La première, c'est la négligence. L'agent qui est, en tout cas, qui est au courant de l'information ne prend pas toutes les mesures nécessaires pour que l'information ne se brute pas, ne sorte pas du cadre qui lui est réservé. Et souvent aussi, c'est par intérêt. L'agent qui est au courant pense qu'il peut utiliser l'information à des fins soit personnelles. Quand je dis personnel, il faut l'entendre au sens large du terme. Ça veut dire personnel parce que ça peut lui procurer un gain pécuniaire, mais personnel, ça peut lui procurer un gain social, un gain syndical ou un gain politique. En cas de divulgation du secret professionnel, les auteurs peuvent être sanctionnés doublement. Dans le privé, c'est une faute lourde susceptible d'entraîner un licenciement sans droit. Et dans la fonction publique, ça peut valoir à celui qui en est l'auteur une rétrogradation ou tout simplement une révocation. Généralement, dans l'administration publique, les agents coupables de divulgation du secret professionnel sont mutés et rétrogradés. Mais tout dépend de la gravité de la faute. RFM, fréquente modulation 94.0, la radio en puissance. Journée école morte à l'appel des syndicats d'enseignants du moyen secondaire. Le mot d'ordre suivi au lycée Maurice Delafosse. En tout cas, pas de ce matin. Par contre, au lycée Kennedy, la consigne n'a pas été suivie à 100%. Les élèves délogés par leurs camarades venus d'autres établissements. Je disais donc qu'au lycée Delafosse, pas de cours ce matin. Reportage Nafisa Toussila. On nous a fait sortir. 10 heures au lycée John Fitzgerald Kennedy. Ici, toutes les élèves sont dehors, les cours sont interrompus et pour cause, la journée école morte. Mais ici, certains professeurs, pour ne pas dire tous, ont fait cours. J'ai fait cours de 8h à 10h. Pour le moment, je devais attendre jusqu'à 14h pour reprendre. Bon, mais il y a perturbation. Les élèves sont venus. Il y a d'autres élèves qui sont venus sortir les élèves de notre établissement. Donc, ce sera impossible de reprendre les cours. C'est l'école morte, il me semble. Bon, l'école n'est pas morte. Hein. Non, l'école n'est pas morte parce qu'il y a des collègues qui sont là qui font cours. Ah bon?
Ouais. Vous avez fait cours, vous? Aujourd'hui, c'est ma journée pédagogique. Je suis venu pour préparer une cellule d'animation pédagogique que nous devons organiser. Moi... Ça a réussi selon vous ou pas? Non, je ne pense pas parce que vous pouvez voir qu'il y a des collègues qui font que... Donc, c'est pas observé à 100%. Monsieur Djandou est professeur de portugais. Il n'est pas syndiqué et il trouve triste le fait que ses élèves soient délogés par ceux d'autres établissements alors qu'ils ne sont pas concernés par le mot d'ordre. Les élèves nous ont fait sortir leurs camarades. Ouais. C'est une situation à laquelle nous sommes habitués. Généralement, s'il y a des mots d'ordre comme ça, les élèves viennent sortir leurs camarades. C'est ça, c'est ça la réalité. Triste, voilà, franchement. C'est la situation, on observe. C'est ça. Au lycée mixte Maurice Delafosse, le mot d'ordre est très bien respecté. Et dans la salle des profs, juste 3 enseignants, nous révèle M. Lamine Sow, qui s'en réjouit. Respecté à 99,9%. Oui, il y a eu quelques collègues qui sont venus, mais je crois que le mot d'ordre a été largement respecté. Le principe, c'était de ne pas faire cours aujourd'hui. On n'a pas fait cours. Quelques collègues qui sont venus pour... Ils ne sont pas entrés en classe? Pas du tout. Même si au lycée Maurice Delafosse, le mot d'ordre du SAEMS-QSEMS est respecté, on n'en dirait pas autant pour le lycée John Fitzgerald Kennedy, où les professeurs se sont donné rendez-vous demain pour faire cours, journée qui coïncide avec la seconde journée de l'école morte. Arrêtons-nous maintenant sur 2 des 4 points brandis pour justifier cette journée école morte, à savoir la révision du statut de l'enseignant décisionnaire. Le deuxième point, c'est le démarrage de toutes les formations de la FASTEF. Qu'en est-il exactement? Koumba Sandiane Faye a posé la question aux membres de collectifs engagés dans l'éducation. Mais revenons sur l'un des points forts de cette plateforme revendicative de l'Alliance QSEMS-SAEMS. Khalifa Ababakar Ndiaye est le président de la coordination nationale qui réunit tous ces collectifs. Il y a déjà les professeurs contractuels endurcis qui ne parviennent pas à faire une formation au niveau de la FASTEF. Il y a les maîtres d'éducation physique et sportive du Sénégal qui ne sont plus maîtres parce que la hiérarchie B4 n'existe plus et on ne les a pas encore reversés à la hiérarchie B2. Et ceci, c'était un accord syndical vieux de 24 ans à ce jour. Donc imaginez la frustration de toutes ces familles, tous ces pères de famille qui n'ont eu de tort que de choisir l'éducation. Et ceux en position de stage aussi réclament formation. Ah, absolument. Mais bon, prenez le cas des maîtres d'éducation technique et professionnelle qui doivent être aussi reversés à la hiérarchie B2. Donc tellement de problèmes qui sont là et qui ne sont pas inconnus du G7. Maintenant, la question qu'il faudrait se poser, c'est que pourquoi est-ce que le G7, à chaque fois qu'ils vont à la table de négociation, ils règlent des questions pécuniaires au détriment des questions de formation, de carrière? Nous avons besoin d'avoir une carrière, d'avancer, de progresser. Ceci ne devrait même pas être une revendication. Cela relève du droit, cela relève de la normalité. La révision du statut des enseignants décisionnaires a été aussi évoquée par l'Alliance du moyen secondaire SAEMS-QSEMS. Et qu'en est-il avec cela? Ibrahim Diako est le président du collectif des enseignants dits décisionnaires. Là où nous souhaiterions attirer l'attention du SAEMS et du QSEMS, tout en saluant leur bonne volonté à vouloir porter le combat, on doit parler de l'éradication du statut des décisionnaires et non de révision. Parler de révision reviendrait à résoudre le problème à moitié. Parce que les cas pour lesquels on réviserait les cas, eux-mêmes auraient besoin ultérieurement de l'éradication. Parce que actuellement, le statut de décisionnaire est en voie de disparition aujourd'hui. Le gouvernement a été interpellé par l'Alliance du moyen secondaire SAEMS-QSEMS sur le non-respect des engagements souscrits, portant notamment sur le parachèvement de la matérialisation, la révision du statut des décisionnaires, le démarrage de toutes les formations à la FASTEF et dernier point, la libération des enseignants en détention que le SAEMS-QSEMS qualifie d'arbitraire. Il est 12h14 sur la petite côte à Hambourg face à la montée fulgurante du nombre de candidats à l'immigration irrégulière. Le maire de Malicounda lance un appel aux jeunes. Pour Maguette, l'État doit faire davantage d'efforts pour l'emploi des jeunes. Écoutons Maguette au micro de Ndeye Matidien. Je crois que l'immigration clandestine, ce n'est pas la solution. Ça, il faut que ça soit dit de manière audible à l'endroit de notre jeunesse. Nous sommes en train de faire énormément d'efforts, notamment dans la zone. Une nouvelle zone industrielle a été aménagée. Un espace de 200 hectares a été octroyé par le président de la République à la commune de Malicounda. Et nous envisageons de faire au moins une trentaine d'usines. Donc je crois que c'est autant d'emplois à l'horizon. Le Sénégal qui a obtenu du pétrole, qui a découvert le pétrole, le gaz. Je crois qu'il y a énormément d'opportunités qui sont là et que voyager
de cette manière n'est pas la solution. Donc c'est un appel que nous lançons à notre jeunesse, en tout cas de continuer à être patient, à se former, à se donner les compétences pour que le développement attendu qu'ils puissent y participer. Y participer, c'est être dans le pays, c'est pas aller à l'extérieur. Aujourd'hui, l'Europe veut venir en Afrique, l'Amérique veut venir en Afrique. Pourquoi nous, notre jeunesse, nos ressources humaines, pourquoi voudrait-elle, en tout cas, aller en Europe? Je crois qu'ils ont toutes les raisons de rester ici et de travailler. À Keur-Massar, l'association des personnes vivantes avec un handicap se désole de ne jamais recevoir de budget, encore moins de subventions de la part des 6 communes et du conseil départemental. Elle invite donc cette association, les autorités locales, à prendre en charge leurs doléances pour le prochain vote du budget communal. Ces personnes vivantes avec un handicap font face également à des problèmes de prise en charge médicale, éducative, entre autres. Elles étaient en formation sur le budget participatif. Aminata Ba, reportage. Pas de budget, encore moins de subventions destinées aux personnes vivant avec un handicap venant d'une des 6 communes nues du conseil départemental de Keur-Massar. Aïcha Kondé, qui le dit, estime qu'elles sont laissées en rade. Elle est la secrétaire générale de l'association des personnes vivant avec un handicap de Keur-Massar. Tous ces 2 dernières années, voire 3 dernières années, que dans les collectivités locales et territoriales, qu'il n'y a pas de budget sensible destiné au handicap. Alors qu'on dit que les budgets sont votés et qu'il y a une rubrique qui s'appelle Secours aux indigents. Et on n'a pas accès à ces fonds-là. Ils tendent vers la fin d'année. Ils sont en train de préparer le nouveau budget, qu'ils puissent nous prendre en compte avant cette échéance-là. La prise en charge médicale, l'accompagnement dans le domaine éducatif constitue une autre problématique pour cette couche sociale. Prise en charge dans tout ce qui est structure et infrastructure départementale. On a des difficultés par rapport aux infrastructures sanitaires qui ne sont pas du tout accessibles, qui ne sont pas du tout aménagées, et que aussi le plateau médical qui est sur place n'est pas destiné aux personnes vivant avec un handicap. En ce qui concerne les écoles, les lycées et les centres de formation, c'est la même chose. Des formations et financements des services compétents de l'État du Sénégal sont aussi des besoins exprimés par l'association des personnes vivant avec un handicap du département de Keur-Massar. Aminata Ba, Keur-Massar, Radio Futurs Médias. À Fatick, ce cri de détresse des habitants de Ngekok pour dénoncer leurs difficiles conditions de vie. Le village manque de tout selon les populations qui ont initié un sit-in. Le village situé dans la commune de Thiaré-Ndialgui n'a pas d'électricité, ni de case de santé, encore moins d'eau potable. L'école élémentaire qui n'est pas clôturée ne compte que 2 salles de classe. Aminata Goudiaby pour d'autres détails. Jeunes et adultes ont massivement rallié la place publique du village. Ngekok, selon eux, est dépourvu de services sociaux de base, mais dans l'urgence, les habitants veulent sortir des ténèbres. Pas d'électricité depuis la création de ce village en 1960. Sidi Faye et Cherdiou sont habitants de Ngekok. Nous sommes à moins de 500 mètres des poteaux électriques. Tous les villages qui nous entourent sont électrifiés au moment que nous vivons toujours dans l'obscurité totale. C'est un cri de cœur que nous lançons aux autorités. Comme vous le constatez, ici il n'y a rien. Mais nous ne bénéficions de rien qui vient de l'État. Et pourquoi Ngekok ne mérite pas de bénéficier comme les autres villages qui nous entourent de l'électricité? Dans ce village de la commune de Thiaré-Ndialgui, tout le monde a soif de changement. Les habitants veulent que leurs conditions de vie s'améliorent. Il n'y a pas de structure sanitaire. Marie Faye est mère de famille et membre d'un groupement de femmes. Nous nous soignons à Diakhao. Même quand une femme est sur le point d'accoucher, quelle que soit l'heure, nous prenons une charrette et nous l'emmenons à Diakhao, Thiaré-Ndialgui ou même à Fatick. L'école élémentaire du village offerte par des partenaires a aussi un déficit criant de salles de classe. Vous le voyez, l'école du village, créée depuis 2018 par la fondation Bildon, mais on n'a que 2 salles de classe. 2 salles de classe. Il y a aussi un abri provisoire. L'école n'a pas été aussi clôturée. Il y a aussi les serpents qui déambulent là-bas. Donc on peut dire qu'il y a l'insécurité totale. Donc nous crions et aussi nous déplorons tout ça. Entre autres revendications, de l'eau potable, la mauvaise qualité de l'eau consommée dans ce village est source de maladies, surtout chez les personnes du 3e âge, selon les initiateurs du sit-in. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. Terminons avec cette alerte météo. Il y a risque de vent fort cette semaine en mer. Dans son point du jour, l'ANACIM fait le bilan de la saison des pluies et la situation des températures. Malgré une baisse des températures, ce n'est pas vraiment l'installation de la fraîcheur. Pour une bonne baisse des températures, il faudra attendre mi-janvier. Voici Diabel Ndiaye, chef du service climatologique à l'ANACIM. Durant la saison des pluies, on a connu des records de pluies journalières comme à Cap Skirring qui a eu pour la journée du 15 août 2023 300 mm en 24 heures. Cette pluie record n'a pas été dépassée au niveau national que par Ziguinchor
qui a eu 312 mm le 15 août 1972. Mais il a été noté une pluviométrie déficitaire sur l'axe Ndioum-Ourossogui qui se répercute sur le tapis herbacé. Globalement, comparé à la normale 1991-2020, on peut dire que la situation est excédentaire au nord-ouest. Et sur la majeure partie du pays, on note une situation normale et un léger déficit dans la zone de Koungheul. Pour la fin de l'hivernage, on a eu des pluies dans la zone nord jusqu'au 13 octobre. Et dans la zone centre aussi, ces pluies ont été observées pendant cette période. Et les pluies ont été notées aussi dans la période du 21 au 31 octobre à Kaffrine, Tambacounda, Kédougou, Kolda, Sédhiou, Ziguinchor. C'est donc dire que la pluie a été au rendez-vous cette année, malgré le déficit qui est noté dans la partie nord, sur l'axe Podor allant jusqu'à Matam. Concernant maintenant cette période de transition pour les températures, on a une baisse des températures depuis la fin du mois d'octobre. Une baisse légère avec des journées chaudes et des nuits un peu douces. Mais pour le moment, on ne peut pas encore parler de la fraîcheur parce que c'est une période de transition qui est là. Parce qu'au moment où je vous parle, on a une alerte en mer de vent fort qui pourrait être de vigueur cette semaine. Cette houle qui est de vigueur pour cette semaine a été déjà envoyée aux usagers de la mer et aux autres opérateurs pour prendre les dispositions idoines. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec vous, Georges Déthié Diop. Bonjour. Bonjour, Souleymane. En Gambie, reprise ce lundi du procès des sirops frelatés. Procès devant la haute cour de Banjul. Ces sirops frelatés avaient provoqué la mort de 70 enfants l'an dernier. Anna Rocha. Sur le banc des accusés, le ministère de la Santé de la Gambie, l'agence de contrôle médical, mais aussi le laboratoire indien Maiden Pharmaceuticals, qui a fabriqué les médicaments en question. Mais aucun de ces accusés n'était présent lors de l'audience d'octobre dernier. Les parents de l'association des familles de victimes espèrent que les accusés seront condamnés à l'issue du procès. Les enfants sont morts à la suite d'insuffisance rénale. Ils avaient consommé des sirops contenant des substances hautement toxiques, à savoir du diéthylène glycol et de l'éthylène glycol en quantité inacceptable selon une enquête de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. La plupart des victimes avaient moins de 2 ans et ils ont énormément souffert selon les témoignages de leurs proches. Les plaignants réclament ainsi $250,000 de dommages et intérêts pour chacun des enfants décédés. Le ministère de la Santé et l'Agence de régulation du médicament gambien sont accusés de négligence sur l'inspection des 4 sirops mis en cause. Au Niger, les autorités de la transition demandent au Togo d'être médiateur. Oui, médiateur dans les négociations avec la communauté internationale, notamment avec les pays ouest-africains qui l'ont sanctionné. Le ministre nigérien de la Défense s'est entretenu hier à Lomé avec le président Faure Gnassingbé. Il a dénoncé les sanctions qu'il a qualifiées de cyniques et a remercié le Togo d'avoir continué à parler avec le régime militaire après le coup d'État, contrairement à d'autres pays. La CEDEAO a imposé de strictes sanctions financières au Niger pour pousser les autorités militaires à restaurer l'ordre constitutionnel. Bien que membre de la CEDEAO, le Togo a pris plusieurs initiatives bilatérales pour dialoguer avec le régime militaire nigérien. Au Mali, les écoles privées ont entamé hier une grève de 5 jours pour réclamer le paiement intégral de leurs subventions au titre de l'année scolaire 2022-2023. Les parents se disent préoccupés par ce nouvel arrêt de travail. Zanga Abdoulaye Ouattara. L'annonce a été faite lors d'une assemblée générale qui a regroupé plusieurs fêtières des promoteurs d'écoles privées. Cet arrêt de travail concerne les établissements privés d'enseignement secondaire, technique et professionnel. Le groupement des associations des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali indique que plusieurs écoles privées n'ont pas eu leurs frais scolaires ni leur demi-bourse. Ces responsables expliquent que ce retard de paiement impacte beaucoup la gestion de leurs établissements. C'est la même situation que dénonce également l'AEPA. Il s'agit de l'association des promoteurs d'écoles privées agréées du Mali. À l'issue d'une assemblée générale qu'elle a aussi tenue, ces responsables ont décidé de suspendre toute activité pédagogique pour une durée de 120 heures. Et selon son président Abdoul Kassoum Touré, cette durée peut être reconduite au besoin. Les grévistes réclament le paiement intégral et sans condition sur toute l'étendue du territoire des frais scolaires et autres dépenses publiques destinées aux établissements privés. Quant aux orientations, l'AEPAM
estime qu'elle n'est pas contre l'orientation des élèves dans les établissements publics, mais elle conteste tout de même la surestimation de la capacité d'accueil dans les écoles publiques, synonyme de renvoi massif. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. Au Kenya, au moins 15 personnes sont mortes dans les inondations, lesquelles ont été provoquées par les pluies torrentielles qui ont frappé l'Afrique de l'Est ces derniers jours, coupant les routes, emportant des dizaines de maisons et tuant du bétail selon la Croix-Rouge kenyane. En Tunisie, les forces de sécurité ont arrêté 5 détenus qui s'étaient évadés d'une prison où ils purgeaient leur peine pour le meurtre de 2 hommes politiques et d'un policier. Une annonce du ministère de l'Intérieur qui a déclaré que 4 des évadés ont été capturés sur une montagne près de Tunis, tandis qu'un autre avait été arrêté dans le quartier État d'Amen de la capitale. Et puis la guerre au Proche-Orient, Israël a rendu hommage ce matin aux victimes de l'attaque du Hamas le 7 octobre. Cela fait un mois, Souleymane. Ce matin, 1 minute de silence a été observée dans tout le pays. Hier, le premier ministre israélien avait de nouveau rejeté la possibilité d'un cessez-le-feu à Gaza, devenu, selon l'ONU, un cimetière pour les enfants. Benjamin Netanyahu a promis d'y prendre la responsabilité générale de la sécurité après la guerre qui entre dans son 2e mois. Le ministère de la Santé du Hamas a de son côté annoncé que les bombardements israéliens lancés en représailles dans la bande de Gaza ont tué plus de 10 000 personnes, dont 4 014 enfants. Georges Détié-Diop, à l'instant, le journal international. Merci. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devrez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue dans une dizaine de minutes sur le thème de la journée morte décrétée par le SAEMS-QSEMS. Quelle solution pour une sortie de crise? Pour tenter de répondre à cette question, nous serons avec Madame Aïda Diouf, vice-présidente de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal, et M. Siley Gorbalsi, président de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. RFM Sport. L'actualité des sports, c'est avec vous, Malal Junior Diagne. Bonjour. Bonjour Souleymane. Claude Leroy parle des chances du Sénégal à la prochaine CAN. L'ancien sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal en 92 est à Dakar en compagnie du ministre français des Sports dans le cadre de la promotion des Jeux Olympiques Paris 2024, mais également de la préparation des Jeux Olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Occasion pour notre reporter Cheikh Anta Diop de tirer quelques mots à Claude Leroy qui estime que le Sénégal est l'équipe favorite de cette Coupe d'Afrique des Nations de football, mais les Lions auront à côté des challengers de gros calibre. Nous l'écoutons. C'est assez impressionnant. Il fallait qu'ils cassent le plafond de verre, ce qu'on n'avait pas réussi à faire. On n'avait pas réussi à être champion d'Afrique alors qu'on aurait pu être champion d'Afrique, mais on n'avait pas réussi. À partir du moment où ils ont enfin cassé ce plafond de verre, maintenant, tous les espoirs sont permis pour les Lions. Et vous espérez que peut-être ils vont décrocher la Coupe d'Afrique cette année? Ils seront pas loin. Hein. Il y a d'autres équipes, d'autres candidats valables aussi, mais c'est sûr que les Lions seront pas loin du tout du titre en Côte d'Ivoire. C'est un des 3 grands favoris. Je pense que le Maroc et l'Algérie seront pas loin, mais il y a toujours l'Égypte. Il peut y avoir aussi des équipes qui se révèlent un petit peu plus cette année, comme le Mali, qu'on attend toujours et qui pour le moment reste velléitaire. L'Afrique du Sud, dont il va falloir se méfier. Le Burkina qui est toujours là. Le Cameroun, dont on sait jamais ce qu'ils vont faire dans une compétition, mais ce sont quand même quasiment des éternels favoris de toutes les compétitions africaines auxquelles ils participent. Le Sénégal a défini une très bonne politique sportive. Oui. C'est incroyable ce qu'ils réussissent à... En plus, il y a des installations sportives. Par rapport à mon époque, c'est incroyable les progrès qui ont été faits. Jeux olympiques et Jeux olympiques de la jeunesse. Le ministre français des Sports s'implique dans la formation des sportifs du Sénégal. La dame est en visite au Sénégal. Elle était à Thiès ce matin au SNEPS Excellence pour visiter les installations de SID Academy, occasion saisie par la dame pour annoncer son programme d'appui pour la formation en vue des JO Paris 2024 et JOJ 2026 à Dakar, chez Anta Diop. Amélie Oudéa Castera, la ministre française des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, a toute une série de projets de coopération en vue des Jeux Olympiques de Paris et des Jeux Olympiques de la jeunesse qui doivent se tenir au Sénégal en 2026. Le principe de cette alliance Dioko, en Wolof, le partage, l'expérience partagée, l'échange, a bien aidé aussi le Sénégal à se préparer, les athlètes à monter en puissance. Donc au global,
On a, je pense, un très très beau partenariat aujourd'hui entre la France et le Sénégal autour du sport. Permet de mettre aussi un certain nombre de talents, de personnes, par exemple des volontaires, au service de l'organisation des Jeux de Paris 2024. En retour, des personnes qui auront travaillé sur les Jeux de Paris 2024 et qui vont pouvoir venir aider à l'organisation des Jeux Olympiques de la jeunesse. La France veut aussi apporter un soutien au Sénégal dans le cadre de l'amélioration des infrastructures sportives. C'est apporté par la France à la rénovation des infrastructures. Je pense au stade Iba Mar Diop, je pense à la piscine olympique, je pense aussi à des infrastructures de proximité autour de Dakar. Mais aussi ce travail qui est mené avec tout le mouvement sportif pour l'aider à bien se structurer. Le 7 Académie de basket de Thiès n'est pas en reste. À travers ce programme, beaucoup de projets seront financés. Matar Ndiaye, le directeur. Celui du renforcement des académies, il a déjà démarré. Il est question aujourd'hui même de faire beaucoup de réflexions au niveau de nos dortoirs, d'acquérir un moyen de transport pour nos jeunes, d'autres fonctions. Ces pensionnaires du 7 Académie de Thiès ont eu à faire des démonstrations de basket, des démonstrations qui ont émerveillé la ministre française des Sports. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta, nous parlons de la Ligue des Champions ce soir, la 4e journée de la phase de poule avec ses rencontres prévues à 19h. Atlético de Madrid contre Celtic Glasgow. Feyenoord de Rotterdam joue en Italie face à l'équipe de Lazio. Dortmund joue contre Newcastle. Dans la même poule, l'AC Milan reçoit à San Siro le Paris Saint-Germain. City jouera contre les Young Boys de Berne. Leipzig se déplace pour défier l'Étoile Rouge à Belgrade, alors que l'FC Porto jouera contre l'équipe de Royal Antibes. Et enfin, la Ligue 1 sénégalaise avec cette rencontre en retard qui a été délocalisée à cause de la lutte le week-end. Wakam qui joue contre Teungueth FC ce soir. Basketball Africa League, la 4e saison lancée. Ce matin, avec la présentation du programme, Amadou Galofal a annoncé la création d'une 3e conférence. Il est au micro de Soletam. Nous allons jouer dans 4 pays au lieu de 3 pour ces 3 dernières saisons. Et notre saison 4 va débuter en Afrique du Sud au mois de mars. Et la saison, les 12 équipes seront divisées pour la première fois en 3 conférences. Nous avons une nouvelle conférence dénommée Kalahari qui va jouer en Afrique du Sud. Les 12 équipes vont être divisées dans 3 groupes, 3 conférences. Vous avez connu la conférence du Sahara qui va se jouer au Sénégal au mois de mai cette fois-ci, et la conférence du Nil qui va se jouer en Égypte au mois d'avril. Et comme je l'ai dit tantôt, nous allons commencer la saison 4 en Afrique du Sud au mois de mars. Et nous sommes très excités à prendre l'opportunité. Chaque poule, chaque équipe jouera 2 fois contre les autres équipes pour un total de 12 matchs par groupe. C'est là aussi encore une augmentation au niveau du nombre de matchs de la compétition. Voilà Suleiman, c'est tout pour les actus sport. Merci Malal. La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour. L'école sénégalaise revoilà la crise. Sud Quotidien ne croyait pas si bien dire, car ce matin, 3 protagonistes sont dans l'arène et prêts à en découdre. SAEMS, QCMS et ministère de l'Éducation nationale, la guerre risque d'être totale. Aucune des 2 parties ne compte la chute du lest. Vox Populi note que l'alliance des 2 syndicats, plus que jamais déterminée à maintenir sa journée école morte. Côté ministère, on prépare des représailles à la hauteur de l'affront. Cheikh Oumar Anne, le ministre de l'Éducation nationale, a prévenu qu'il va taper Moustapha Diakhaté, le presse d'ailleurs d'aller au contact. Il confie au journal que le gouvernement doit faire preuve de courage, de fermeté pour, je cite, anéantir la pagaille syndicale et l'abus de droit de grève. Mais le gouvernement devra mettre un autre fer au feu pour faire face au SAES qui ouvre notre front. Le syndicat du supérieur déterminé à obtenir la réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, présentiel exigé dès ce mercredi, écrit Walfadri. Marche pacifique d'ailleurs à Dakar, à l'université Amadou Mahtar Mbow de Thiès, Bambey ou encore à Saint-Louis, à l'UGB, 48 heures de grève pour exiger la réouverture en fait de toutes les universités publiques, remarque Libération. Selon le journal Enquête, cette trêve de discussion, désormais le SAES va faire face, selon la coordonnatrice du SAES, section universitaire
l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, interrogé par le même journal, il est impératif que l'université de Dakar se redresse pour la reprise sans délai des enseignements en présentiel. L'État mis devant ses responsabilités. L'État du Sénégal tient-il enfin ses taupes dans l'affaire de la fuite du dossier médical d'Ousmane Sonko? En tout cas, l'observateur note que la division des investigations criminelles a mis la main sur 2 cadres de l'administration pénitentiaire. Ils sont présentés comme ayant sorti le document estampillé confidentiel de son circuit officiel. 2 arrestations au cœur de l'administration pénitentiaire, remarque Libération. L'inspecteur de l'administration pénitentiaire, Idrissa Sow, est gardé présentement à la DIC. Gardé à vue, directeur des affaires juridiques et de la planification des statistiques, il a été arrêté en même temps que l'adjudant Issa Nyon, un de ses collaborateurs. À la une du journal Source A, le contentieux à la Cour suprême entre l'État du Sénégal et Ousmane Sonko autour des fiches de parrainage, un verdict déterminant. La Sénat est hors service jusqu'à la prestation de serment de ses nouveaux membres au Conseil constitutionnel et la passation de service entre Doudou Ndir et son remplaçant. La Cour suprême va rendre nulle toute décision de la Commission électorale nationale autonome si son verdict dans l'affaire du juge Sabassi Faye est favorable à l'État du Sénégal. La Cour de la CEDEAO, l'affaire Sonko jugée et mise en délibéré. L'État a pris une douche froide hier. L'agent judiciaire de l'État n'a pas été écouté, n'a pas été suivi. On pensait, dit-il, qu'on allait nous donner la date pour les autres audiences, mais on nous a dit mettez-vous en état, le dossier va être appelé et il va être plaidé. Si on doit plaider, il faut que les parties soient en état parce qu'il y a des choses qui doivent être dites, des choses extrêmement importantes, a dit encore l'AGE, les affaires qui engagent l'État du Sénégal. Réponse de Maître Ciré Clédorli dans le même journal. Ils ont dépassé largement les 30 jours et je pense que le fond est scellé. Les 30 jours, ce n'était pas pour les mesures provisoires, c'était pour se préparer sur le fond. Donc, je suis vraiment désolé, leur argument ne tient pas. Ciblé de toutes parts, cible d'ailleurs désignée de l'opposition et de la société civile, Macky Sall, l'homme par balle d'Amadou Ba, le journal Réumi Quotidien remarquant un véritable fusil, le chef de l'État, le président Macky Sall fait converger vers lui toutes les critiques et offre ainsi une sorte de marge de manœuvre aux candidats de la majorité. Le Premier ministre Amadou Ba, en première page du journal Le Quotidien, la lutte contre l'immigration irrégulière, Macky Sall fait des vagues. Il interpelle directement le SEMGA, le chef d'état-major général des armées sénégalaises, et les FDS, les forces de défense et de sécurité, sur le nombre de départs. Il leur demande donc de se remuer au plus vite. On termine par du sport en première page du journal Sunu Lamb, la belle victoire contre Ama Baldé et les enseignements du succès de Modulo. Le confrère note que Haragno est bien entouré. Ama est scellé, Parcelles Assainies derrière le roc, Pékin divisé. Les entraînements dominent le mystique chez Modulo. Bon, et toi. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h, un peu moins de 38 minutes, bienvenue à Point de vue. Nous allons parler école à l'occasion de la journée école morte décrétée par l'Alliance SAEMS-CUSEMS. Quelle solution pour une sortie de crise? Nous tentons de répondre à cette question avec nos 2 intervenants du jour. Nous allons accueillir Madame Aïda Diouf, vice-présidente de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal. Aïda Diouf, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Siley Gorbalsi, président de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. Siley Gorbalsi, bonjour. Bonjour. Je commence avec les parents. Quelle est votre lecture de cette journée et de la crise presque permanente qu'il y a dans l'école? En tant que parent d'élèves, quel est votre sentiment devant cette situation? Bonjour, mais c'est regrettable. Parce que vraiment, quand il y a grève, il y a préavis de grève. L'État donc avait reçu certainement des alertes. Donc, ils auraient dû convoquer les syndicats pour organiser une table de concertation pour essayer de régler cette situation. Parce que nous, parents d'élèves, vraiment,
nous déplorons cet acte-là. Nous ne voulons pas de grève. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme vous l'avez remarqué, dans certains cas, l'État campe sur ses positions et argue que les revendications principales ont été satisfaites et que pour l'instant, il n'y a que des revendications résiduelles qui restent donc à être traitées sur la durée. Et de l'autre côté, des syndicats qui sont intransigeants et qui veulent tout. Maintenant, on est dans une impasse. Bon, du côté de l'État, la dernière fois qu'il y avait grève, alors c'était vraiment accentué. Ça nous a pris, si je me rappelle bien, peut-être 2 mois ou même plus. L'État avait organisé ce que l'on appelle monitoring. Et c'était entre les syndicats, les parents d'élèves et l'État. Ils avaient trouvé des solutions. Même nous, parents d'élèves, on avait organisé un sitting à la place de l'Obélisque. Par rapport maintenant à ces solutions, l'État avait solutionné quelques points dans l'immédiat. Avait accepté beaucoup de points, mais avait solutionné quelques points. Maintenant, le reste des points non solutionnés et dont l'État avait pris l'engagement, autant les convoquer avant qu'il ne soit trop tard, parce qu'il y a beaucoup de conséquences s'il y a grève cette année-ci. N'est-ce pas? Je vais revenir à vous tout à l'heure. Avant cela, Sley Gorbalsi, président de la coalition nationale pour l'éducation pour tous. Quant à vous, quelle est votre comment dire, quelles sont vos recommandations pour trouver une solution à l'impasse dans laquelle l'école semble se trouver à tous les échelons, mais en particulier dans le moyen secondaire avec ce bras de fer entre le ministère et les syndicats SAEMS-CUSEMS? Oui, merci beaucoup, Suleiman. Comme vous l'avez dit, comme nous autres acteurs du système éducatif, je pense que vous avez constaté que l'Alliance SAEMS-CUSEMS a décrété aujourd'hui journée école morte. Mais la coalition éducation pour tous, qui est membre aussi du comité dialogue social secteur de l'éducation, vraiment pense que l'heure est grave parce qu'il faut davantage privilégier le dialogue, la concertation en lieu et place des menaces, parce que nous pensons que c'est pas avec des menaces qu'on peut quand même résoudre les problèmes de l'école sénégalaise. Et que nous disons aussi aux syndicats d'être beaucoup plus patients, parce qu'il faut reconnaître aussi que l'année dernière, dans le protocole de 2022, il y a quand même des avancées significatives et le gouvernement a fait quand même des efforts dans la revalorisation de la fonction enseignante. Je pense qu'il faut apprécier cela et ne pas tout de suite aller à des grèves qui peuvent vraiment affecter le quantum horaire et du coup vraiment déteindre la qualité même de notre système éducatif. N'est-ce pas? Alors, pour l'instant, ça ne semble pas aller dans ce sens-là. Quelle est la ligne rouge? Madame Aïda Diouf disait tout à l'heure qu'il faut régler les problèmes avant qu'il ne soit trop tard. Trop tard, ça veut dire quoi pour vous, Sley Gorbalsi? Trop tard, c'est parce que nous allons vers une année électorale et qu'en général, l'expérience nous m'a montré que avec des années électorales, il y a quand même des perturbations. Et cette année aussi, il y aura quand même le quantum horaire qui va être affecté avec la Coupe d'Afrique des Nations. Donc vraiment, si cette année, on risque de perdre beaucoup de temps, si on y prend garde, parce qu'on voit aussi que vraiment, on doit vite aller vers la rencontre du comité de suivi des accords pour essayer de discuter avec les différents acteurs, parce que comme elle l'a dit, nous au niveau nous avons participé aux rencontres de monitoring entre le gouvernement et les organisations syndicales enseignantes, et nous en tant qu'organisation de la société civile active en éducation, nous avions quand même eu à jouer un rôle important pour la pacification de l'espace scolaire. C'est pourquoi nous pensons qu'il faut aller vite vers des rencontres de concertation et d'échanges entre les différents acteurs pour essayer de trouver des solutions les plus appropriées. On a vu que parmi les revendications, certaines d'entre elles, en tout cas, n'ont pas une incidence financière directe ou
significatives. Par exemple, la reprise des formations de la FASTEC. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi ces revendications ne peuvent pas être satisfaites immédiatement, quitte à se donner le temps de voir les autres revendications à incidence financière importante? C'est que parfois, contrairement à ce que l'on pense, parfois les revendications des organisations syndicales ne sont pas directement liées avec le ministère de l'Éducation. Il y a d'autres ministères qui sont concernés. Et comme vous venez de dire, il y a le ministère de la fonction publique qui est là, qui est pour la carrière des enseignants et autres. Et même le comité de suivi des accords signés entre le gouvernement et coordonné par le ministre de la fonction publique. Et nous ne comprenons pas pourquoi que ce comité-là ne se réunit pas et essaie de trouver des solutions anticipées, prévenir ces grèves-là avant qu'il ne soit trop tard. N'est-ce pas? Madame Aïda Diouf, comment préserver les intérêts des élèves, des enfants, puisque en fin de compte, le plus important, ce sont ces enfants-là qui vont à l'école. Quel est le message, quel est l'appel que vous lancez aux différentes parties pour que ces intérêts soient sauvegardés? L'État n'a qu'à surseoir alors le fait qu'il soit dur et qu'il s'abstienne. Moi, je pense que, je l'avais dit et chaque fois j'ai l'habitude de le répéter, il faut une table de concertation. Et même, moi, dans mes discours, chaque fois j'ai dit, l'État doit chaque fois organiser tous les 3 mois ou 6 mois des rencontres entre lui et les syndicats et les parents d'élèves pour des mises à niveau, pour empêcher des types de grèves pareils. On est en danger. C'est une année vraiment qui risque d'avoir beaucoup de pertes dans le quantum horaire. Maintenant, si on parle d'années invalides et souvent on nous dit à la fin de l'année des cours de remédiation, etc. Tout cela, ça peut créer beaucoup de n'importe quoi dans le système éducatif. Parce que les aléas climatiques vont venir, il y a l'année électorale, il y a l'année où il y a la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, autant pour moi, et ensuite, sans oublier les examens qui vont se préparer, et l'insécurité aussi au niveau des enfants. Il y a l'insécurité, parce que l'enfant qui ne va pas à l'école, ses parents sont allés au travail, ou bien il est dehors, il y a beaucoup de risques chez nos enfants. Sans oublier aussi vraiment la question pédagogique, vraiment, parce que nous voulons quand même la réussite de nos enfants. Merci en tout cas Madame Aïda Diouf, vice-présidente de l'Union nationale des parents d'élèves et d'étudiants du Sénégal. Merci également à Siley Gorbalsi, président de la Coalition nationale pour l'éducation pour tous. À 12h48, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Chef d'édition Awambaï avec Mam Astou Khan, à la mise en onde Abdoulaye Diop, opération digitale Matar Samb, à la production Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec Fama John pour le grand journal en Wolof. D'ici là, excellente suite des programmes sur la radio Futura Média. Au revoir.